Nous allons, là, sous cette table ronde, parler de la souplesse de mise en page et voir un petit peu, après un petit rappel historique de ce qu'apporte un CMS dans les mises en page, voir au travers de 4 outils ce qui se fait actuellement sur les CMS modernes. Alors je ferai quelques interventions en anglais peut-être, parce que Arié, ici présent, vient des Pays-Bas. Welcome Arié from Netherlands. Et il parle peu français. Il speak. Petit peu, oui. Voilà, un petit peu. Donc tout d'abord, je me présente, je suis consultant avant-vente chez Smile. Et donc les intervenants aujourd'hui sont Arié Kahn de Hippo CMS, Eric Woltenlogel de RBS Change, c'est RBS qui propose de produits RBS Change, Mathieu Muth qui va nous parler de CMS Made Simple, et Tarek El-Ashkar qui va nous parler de Jaya. Alors un petit tour d'horizon au niveau de justement des besoins, de l'évolution des besoins en termes de mise en page dans les CMS, en faisant un petit rappel historique. Pardon. Donc le web, avant les CMS, voilà, c'était essentiellement des choses très statiques, un peu gravées dans le marbre. C'est-à-dire que voilà, on éditait du contenu HTML sur des serveurs web et on avait très peu de souplesse, c'est-à-dire qu'il fallait repartir dans du développement, dans de la mise à jour, sans avoir vraiment d'interface agréable pour contribuer. Donc les premiers CMS, c'est un peu l'évolution vers l'imprimerie, c'est-à-dire qu'on a donné aux gens des outils un peu plus flexibles pour pouvoir éditer de la mise en page. Et on voit un peu une répartition des tâches entre des contributeurs qui vont vraiment contribuer du contenu en mode texte avec quelques images, des webmasters qui vont être un petit peu un intervenant technique un peu tout en un, qui vont à la fois faire un peu d'administration, de gestion des droits, un peu de mise en page, mais ça va rester encore des choses très techniques. Et donc voilà, un peu un homme technique, un peu à tout faire. Sur les CMS un peu plus modernes, là on passe vraiment dans l'âge de l'industrialisation, on arrive avec des rôles qui se diversifient encore un petit peu plus, donc avec l'administrateur, le webmaster, et si on regarde un petit peu sous le capot, là, entre cette brique de contribution et de gestion de contenu, cette brique de publication et le dépôt de contenu qui est au centre, on peut voir là par ici que le webmaster a un rôle assez important dans la gestion des gabarits, alors qui peut être une gestion qui reste une gestion relativement technique, qui peut être une gestion plus par intervention en back-office, mais en tout cas voilà un peu un nouveau rôle, et c'est un peu sur ce rôle et sur la façon dont on va pouvoir intervenir sur la mise en page finale des contenus qu'on va s'attarder aujourd'hui. Voilà. Sur les outils, parallèlement donc à ces évolutions des besoins vers plus de flexibilité dans la mise en page, on arrive avec des outils qui sont liés à l'utilisation de gabarits et donc à la séparation du fond et de la forme. Donc là, des gabarits pour un peu uniformiser des contenus, et à partir d'éléments, voilà, ici par exemple, on a un contenu sous sa forme non on va dire brute, avec par exemple un titre, une image, un texte d'article. On va le faire passer au filtre de ce qu'on appelle un gabarit, pour dire que voilà, le titre il doit pas être en haut, être un peu en gras, l'image elle doit être bien détourée avec le texte qui s'articule autour. Donc voilà, c'est vraiment la première étape, c'est ce qui va nous permettre finalement de dire qu'on passe vraiment à l'âge de la gestion de contenu à proprement parler. Donc une notion de séparation du fond et de la forme qui est l'essentiel. Après, voilà, pour aller un petit peu plus loin, pour administrer ce contenu, on va essayer de gérer des blocs. Alors attention, la gestion des blocs, à la base, j'ai mis une tronçonneuse parce que c'est pas forcément un outil à mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que ça peut au départ être relativement technique. C'est-à-dire que voilà, il s'agit de partir d'un gabarit où on a des éléments qui sont positionnés avec voilà, un bloc orange, un bloc bleu. On va pouvoir avoir envie de les faire bouger, voire même de les mettre à des places où ils ne sont pas là pour être tout à fait au départ de la conception. Et donc ça peut être des interventions techniques. À l'origine, dans les CMS, c'était plutôt
quand même une intervention où on allait rentrer dans le code, où on allait dire bah, ouais, tel bloc, à tel moment, il est là dans ma version 1 de mon site, et dans la version 2, en passant par une mise en production, en changeant techniquement le code des gabarits, même si on utilise des blocs, on va pouvoir les mettre en page différemment, avec quand même donc une lourdeur technique certaine. Et de plus en plus, on arrive vers ce qu'on appelle un peu les studios. Donc là, des outils maintenant à mettre entre toutes les mains, même à des administrateurs fonctionnels, où là, il s'agit par exemple, via des environnements relativement intuitifs, de faire le niveau un petit peu simple d'un studio, ça va être de régler le nombre de contenus remontés dans tel ou tel bloc, mais ça va être aussi par des opérations de drag and drop, dire voilà, j'ai un bloc ici qui est disponible, je vais le déposer à cet endroit-là, et il va apparaître dans mon gabarit, au-dessus de mon bloc orange. Donc voilà un petit peu les solutions les plus abouties. On aura quelques exemples tout à l'heure de ce qu'on peut faire en termes d'administration de gabarits en back-office. Alors je vous propose de faire un tour de table un petit peu plus détaillé et que nos différents intervenants vous présentent ce qu'apporte leur CMS sur ces sujets. Je vais commencer par vous. Short presentation, short introduction of Hippo CMS and yourself. Okay. All right. Yeah. So unfortunately I'm going to do this in English. I hope that is okay with you. Je ne parle pas français très bien. Hippo CMS is a system that was designed to do multi-channel content publication. And we have this very strict separation between content and the presentation that is used to render it out. And this topic is really interesting because what you can do with Hippo, and I'm hoping to show that to you in a bit, is you can actually manage the content as well as manage the presentation on all the different channels that you have. So the mobile channel, the websites, mobile apps, and so on, and then also in different languages. So that's the idea behind Hippo. Ok, donc juste en très résumé, donc Hippo CMS, donc un CMS développé en Java, très présent aux Pays-Bas, et qui se base très fortement sur la séparation entre le contenu et la forme, à des fins de mise en page et aussi de diffusion multicanal. Eric ? Bonjour. Donc, concernant RBS Change, c'est un CMS qui a une particularité, c'est d'embarquer une énorme brique e-commerce, donc qui est aujourd'hui principalement utilisée pour gérer des sites e-commerce, mais qui a eu dans son histoire beaucoup de sites purement de contenu qui ont été réalisés avec. Une grande particularité dans le back-office par rapport à la thématique qui nous intéresse, c'est qu'on allait très très tôt et très très vite vers la mise en place d'un studio, de par la demande qu'on a eue des contributeurs dans la solution, qui voulaient quelque chose de facile à mettre en œuvre, avec une grande autonomie, sans avoir besoin forcément systématiquement de passer par une personne qui avait une connaissance technique particulière d'un code, de développement, pour faire leur mise en page. Donc c'est un sujet qu'on verra tout à l'heure. Merci. Voilà. Mathieu. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je représente le projet CMS Made Simple. En fait, c'est un CMS qui a été codé en PHP base MySQL, donc assez classique. La particularité de ce système, c'est qu'il a été conçu pour être à la fois simple pour l'utilisateur final, parce que je pense à mon sens qu'il est vraiment destiné plus pour les entreprises, les associations, les collectivités qui souhaitent gérer régulièrement leur site de la manière la plus simple qui soit. Et il est également très puissant pour le designer qui lui va avoir accès à ses propres gabarits, définir des gabarits par page, pour laisser après l'éditeur de contenu choisir je veux mon gabarit une colonne, une en-tête, et ainsi de suite. Et on peut ainsi gérer, grâce au système de gabarits, qu'on pourra voir un petit peu tout à l'heure, voir différents mêmes designs au sein d'un même site, et on peut avoir plusieurs intervenants qui travaillent sur le même site, un designer, un développeur, un rédacteur de contenu. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Merci. Et Tarek ?
Donc moi je fais partie de Jaya, donc nous aussi on vient du WCM. On a vécu tout ce qu'a décrit Vincent dans sa présentation, puisqu'on existe la société existe depuis 2002. Donc on a eu plusieurs itérations de notre modèle de templating. On est parti d'une approche purement template où en fait on crée des scripts de code en JSP en l'occurrence, qu'on fait partie aussi du monde Java comme Hippo. Des scripts JSP pour faire des templates de pages, ce qui faisait que, d'une part, il y avait une frustration des utilisateurs à certains moments, puisque quand ils voulaient changer de mise en page, il fallait demander à l'équipe de développement, donc des délais, des coûts. Ils me trouvaient qu'il manquait d'autonomie pour des utilisateurs un peu experts qui pensaient qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. C'était un peu frustrant. Donc depuis la dernière grande évolution du produit, on est passé à un système à un niveau de plus. C'est-à-dire qu'on a le contenu brut, comme tout le monde, qui est stocké sous forme d'objets de contenu. On a un niveau qui est la vue unitaire de chaque élément. Donc chaque élément de contenu, donc une news, un communiqué de presse, une fiche produit, etc., peut avoir sa vue elle-même. Et puis par-dessus ça, on a des modèles, des templates, mais c'est des modèles au sens mise en page maintenant, au sens Word, qui sont gérés dans un studio, qui peut être mis dans les mains d'utilisateurs non développeurs, parce qu'il n'y a pas une seule ligne de code à produire, qui sont quand même un petit peu experts, parce qu'ils ont besoin d'être formés à l'utilisation, à la gestion de cet outil-là. Mais tout se fait dans le navigateur, maintenant, drag and drop, de manière très intuitive. Et donc, ça permet aux équipes utilisateurs d'être vraiment autonomes sur la gestion des modèles, que ce soit pour les faire évoluer ou pour en créer des nouveaux de toutes pièces. Voilà, je vous montrerai peut-être des exemples tout à l'heure. Merci. Donc je vous propose maintenant de faire place au débat autour de trois sujets. Donc un premier sujet sur finalement les gabarits dont on parle. Qu'est-ce que pour ces 4 outils, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que techniquement de quel objet technique est sous-jacent à ce gabarit? Donc Tarek, par exemple, je propose de commencer. Oui. Alors, je vais juste illustrer ce que je dis avec une petite présentation rapide. Je ne vais pas vous faire la démo en vrai, ça prendra un peu de temps, mais n'hésitez pas à nous solliciter sur le stand Jaya pour voir ce que vous voyez là en capture d'écran en vrai. Donc d'abord, nous on a séparé la partie modèle de la partie composant technique. Du coup, on a d'un côté un catalogue de modèles qui est géré dans le studio et d'un autre côté un catalogue de composants fonctionnels. Donc là, on voit un exemple. Voilà, on a sondage, rating, commentaires, etc. Ça, c'est la partie de droite, c'est les composants fonctionnels. Et la partie de gauche, des modèles de mise en page. Donc voilà une capture d'écran du studio. Le studio donc, gère uniquement de la mise en page. Vous créez un modèle qui va hériter de la charte graphique qui provient en général de la CSS. Et puis vous créez des colonnes, un système de colonnage ligne par ligne. Vous créez vos colonnes, les distribuez comme vous voulez. On suit un standard qui s'appelle 960GS pour les objets par défaut du studio, mais vous pouvez très bien adapter ça à des chartes graphiques qui ne suivent pas le standard. Ça demande juste un tout petit peu plus de travail. Mais au final, vous pouvez faire ce travail de studio, de création des gabarits, par finalement un web designer ou le webmaster de l'ancien temps qui travaillait sur Dreamweaver. Ça ressemble beaucoup à ça. À côté de ça, donc, les composants eux-mêmes vont gérer leur propre vue. Donc, on voit ici un exemple de composant qui gère 3 vues différentes. Là, c'est des vues HTML, mais ça peut être des vues CSV, RSS, JSON, VCF, peu importe. Donc, chaque composant fonctionnel a la responsabilité de son propre affichage dans le template, dans la mise en page. Au final, pour le rendu des pages, on a d'un côté des objets de contenu brut, donc la colonne de gauche. Ici, on a dans l'exemple un objet de notation, un rating avec un score qui est lié à la news qu'on veut montrer, un fil RSS, et puis un objet de type actualité. On a un modèle qui nous dit l'objet de type actualité il va dans la case jaune. La notation, elle va à droite, en haut à droite, et puis en bas à droite, il y a le fil RSS, et on hérite en général un header, un menu principal, un footer, enfin tous les éléments de la charte graphique sont hérités de la base du modèle. Au final, chaque élément de contenu va générer une vue, et c'est ça qui va donner le rendu final de la page, où on retrouve le découpage qu'il y avait dans le modèle de départ.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on est en multicanal. Donc là, j'ai un rendu web, mais je peux avoir la même page rendue au format iPad, au format iPhone, au format Android. Voilà, on a un dispatcher. Vous pouvez implémenter toutes les règles que vous voulez pour aller vers des rendus spécifiques qui peuvent même être appelés par des applications métiers pour avoir un rendu intégrable dans une application métier. Et puis finalement, là, dernier slide, cette manière de travailler maintenant qu'on a trouvé avec la nouvelle version, avec plusieurs rôles. Alors là, je ne parle même pas du développeur. Le développeur n'est même pas dans la photo. Là. Le développeur, il a fait le travail en amont et il a livré les composants techniques. Ensuite, on a des web designers qui vont travailler uniquement dans le studio, intégralement dans le studio, avec leur navigateur, qui vont créer, gérer les templates. On a des contributeurs, des éditeurs, donc des personnes qui vont être en charge de la gestion du contenu lui-même et de sa publication, qui vont utiliser nos deux modes de contribution et edit, ou le mode contribute, qui est un mode simplifié de gestion du contenu. Et puis au final, on a le visiteur, qui lui voit le rendu final des pages, que ce soit dans son navigateur, sur son téléphone, sur son smartphone, sur sa tablette, et qui peut lui aussi générer du contenu Web 2.0, comme des commentaires, du rating, contribuer sur le forum, le wiki, etc. Et là, on a un système complet qui est complètement autonome par rapport au projet d'intégration. C'est ça l'intérêt de ce nouveau modèle, c'est de rendre les équipes utilisatrices plus autonomes et plus libres de gérer tous les aspects du projet, pour peu que les composants techniques aient été livrés au départ. D'accord. Et finalement, donc sur la... Pardon, voilà. Sur la nature même des gabarits. Alors, les gabarits, c'est pas du code, c'est des descripteurs en fait, qui sont gérés direct. C'est géré comme du contenu finalement. Donc, ça fait partie de ce qui est stocké sur la plateforme. Et ce sont uniquement des descripteurs, parce que c'est uniquement de la mise en page. Il n'y a aucune logique métier, donc il n'y a aucune ligne de code qui correspond au gabarit lui-même. Le code, il est dans les composants techniques qui génèrent les vues parcellaires en fait, et qui sont principalement en JSP, mais on peut les développer aussi avec d'autres langages. On a des couches de compatibilité qui permettent d'utiliser Velocity, FreeMarker et même PHP avec certaines extensions. D'accord. Et donc là, on est donc dans un langage XML, c'est sous XML qu'est stocké le gabarit. Oui, voilà. Mais l'utilisateur en fait ne le voit jamais. Il ne voit jamais le XML, il ne voit que le rendu dans son navigateur du gabarit dans le studio. Donc c'est le point d'entrée unique pour gérer les gabarits. Le code est complètement masqué. D'accord. Donc là, en fait, un outil où donc la difficulté technique est complètement masquée et encapsulée dans le back-office de l'outil. Mathieu, s'il te plaît. Oui, on va décrire un petit peu, si tu peux me mettre le numéro 2. Donc CMS Made Simple, alors c'est une approche assez différente. Bon, pas les mêmes technologies, peut-être pas les mêmes cibles non plus. CMS Made Simple a un système qui permet assez facilement à n'importe quel intégrateur HTML, classique, 4, 5, vous utilisez les technologies que vous voulez, d'implémenter son gabarit directement en code dans le système. Il s'appuie pour cela sur le moteur de template qui s'appelle Smarty, qui est en fait, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Smarty, j'ai un petit bout de code. Là, on a un fichier HTML, par exemple, assez simple. On retrouve notre body ici. Et Smarty, en fait, va proposer des petits tags, comme ici, par exemple, menu, qui va en fait appeler le module de menu, qui va lui avoir son propre gabarit pour rendre un menu. Alors, sous forme de liste, de la forme dont on le souhaite, toujours en utilisant un fichier HTML avec parfois quelques morceaux de code Smarty. Smarty pouvant être utilisé pour faire des tests également, donc des if, tester, faire des boucles. Comme par exemple, on souhaite afficher la liste des articles de news ou des articles d'un blog. On va récupérer un tableau d'éléments. Et Smarty va parcourir ce tableau pour ensuite l'afficher, mettre le titre en H1, répartir les images au sein de différentes listes. Donc on a une logique qui est très très proche d'HTML, qui a l'avantage aussi de pouvoir intégrer facilement des sites existants dans le cadre d'une refonte, dans le cadre d'un changement de CMS ou d'une évolution. Au niveau back-office et fonctionnement, ce fonctionnement-là est
est utile pour, par exemple, un développeur qui serait tout seul pour l'intégration, ça fonctionne très bien, mais aussi au sein d'une équipe pour une agence, par exemple, où on va avoir, donc là, vous voyez le back-office de CMS Made Simple. On a une partie disposition qui est dédiée à la mise en page, aux feuilles de style, aux gabarits, gestionnaire de menus, gestionnaire de thèmes également, pour importer des gabarits et des feuilles de style. Et on peut définir un certain nombre de gabarits, un gabarit étant un fichier, comme vous le voyez ici, un fichier HTML complet, dans lequel on remplace simplement son menu par une balise qui va être générée à partir du contenu des pages. On va remplacer son contenu par une balise contenu, content ici, et tous ces éléments vont être remplacés lors de la création de la page par le processeur Smarty, qui va également la mettre en cache pour accélérer les prochains rendus. Concernant toujours le travail de disposition, quand on est dans une agence, on peut facilement après intervenir séparément sur chaque élément du CMS, sur chaque gabarit, et on peut définir des droits d'accès. Par exemple, on peut dire qu'un designer n'aura accès qu'au gabarit principal, ou alors pourra designer chaque gabarit de chaque module. Par exemple, ici, on a un module de blog qui, lui, embarque ses propres gabarits. Là, j'ai des gabarits de sommaire. Donc ici, on a notre module de blog qui a ses gabarits. Et ainsi, chaque module de CMS Made Simple va avoir son propre jeu de gabarits, un ou plusieurs. Et au moment de l'affichage, grâce à ces différentes petites balises, on peut donner des paramètres, par exemple content, name égale bloc numéro 1, des choses comme ça, pour ensuite appeler les éléments. On peut également limiter le nombre, quand on a un module, par exemple, d'actualité. On peut mettre news limite égale 5, donc pour générer notre vue de liste d'actualités avec une limite à 5 actualités, par exemple. D'accord. Et la limitation du nombre d'actualités remontées dont tu parles, c'est des choses qui sont faites dans le code du gabarit ou qui sont faites en back-office? Alors, c'est fait. Alors, il y a toujours une configuration principale au niveau du module qui définit des paramètres par défaut. Donc, si on veut avoir 10 articles par page, ça va se faire dans notre module de blog. On a un certain nombre d'options. Donc ici, bon, les URL, les préfixes. Voilà, limite par page par défaut, on a 10 articles. Et après, lorsqu'on va appeler notre module au sein d'une page, à n'importe quel endroit de notre code, en fait, parce que là, on ne parle pas de gestion par bloc, on place vraiment les différentes balises Smarty à l'endroit où on souhaite que le contenu apparaisse. Et donc, on va appeler ça, par exemple ici, je vais, un instant. Voilà, là par exemple, j'appelle mon module de blog, il va m'afficher par défaut une liste de sommaire des articles et il va me les limiter à 5. Et ces différents paramètres, comme limite, il y en a un certain nombre par module et chaque module propose en fait son propre système d'aide avec un lien d'aide qui décrit après les différents paramètres. D'accord, bon, on reviendra un petit peu sur l'administration en back-office dans la suite de la conversation. Eric, tu peux nous faire une présentation du système de gabarit de Airbase Change? Okay. Globalement, on reprend les principes de Jaya, donc je ne vais pas les réexpliquer. On est sur un principe de bloc. Chaque type de contenu a son bloc, a son type de rendu, et ainsi de suite. On a laissé beaucoup de souplesse après en termes de mise en page, hein, mais ce qu'on appelle une sorte de liberté surveillée, pour éviter d'avoir un effet sapin de Noël avec 3 contributeurs qui font n'importe quoi sur le site. Ce qu'on voit à l'écran, si on bascule sur le 7, ce qu'on verra à l'écran, c'est en back-office, globalement, à quoi va ressembler déjà un template global. On va exprimer une charte graphique sous la forme de thèmes graphiques qui vont embarquer un certain nombre d'éléments comme de l'XHTML, du CSS, du JavaScript et des médias qui vont permettre de représenter l'interface graphique du site. Chaque site aura un ou plusieurs templates, des gabarits globaux de mise en page. C'est ce qu'on peut voir ici, des templates qui vont inclure en fait des zones particulières qui ont des fonctions particulières, ce qui représenterait concrètement, si on le publiait, ce genre de charte avec des menus qui sont placés à des endroits précis. Pour ce genre de template, on va déjà aussi donner une liberté qui est de dire quel contenu je vais faire apparaître dans mes différentes zones, dans mes templates, globalement. Toute page qui utilisera un de ces templates va avoir ce type de contenu. Donc on va permettre d'éditer et de définir ce qu'il y a, quel bloc de contenu va apparaître dans chaque élément de mon template.
Ce qui me permettra de définir que, par exemple, dans le header middle 1, on va retrouver le bandeau graphique, quand dans le header middle 2, on va retrouver un menu de navigation. C'est un premier élément de liberté qu'on va donner. Ensuite, on va aussi déterminer, toujours avec ce même principe de bloc, que dans cette zone de ma page, quand je vais créer une page, cette zone va être éditable et un contributeur pourra y mettre ce qu'il souhaite placer. Et ce qu'il souhaite placer, ça va être par exemple un contenu de type, ce qu'on appelle nous du contenu libre, c'est-à-dire qu'on le laisse mettre le contenu qu'il souhaite, du texte, de l'image, avec de l'édition, de la mise en forme et ainsi de suite, et mélanger ça avec du contenu qui provient de modules particuliers. Ici, par exemple, à cet endroit-là, j'ai placé un bloc qui est une animation commerciale, une mise en avant d'un produit particulier. D'accord. Je propose qu'on garde un petit peu de matière pour la suite sur la gestion en back-office. Et donc sur la nature même du gabarit, concrètement, on est sur du HTML un petit peu comme... Voilà, on est dans un environnement PHP. On utilise PHP-Tal comme à la place de Smarty. C'est exactement le même principe. Donc on va pouvoir placer en fait des ordres, des balises dans son XHTML, faire appel à des contenus particuliers et ainsi exprimer le type de rendu qu'aura chaque type de contenu dans mon site. D'accord. Et la création d'un gabarit passe par de l'édition du code type Smarty ou peut se faire plus en back-office? La création en elle-même du gabarit, c'est-à-dire les zones grises dans mon écran, vont être faites dans du code. Ça va être un intégrateur qui va faire l'XHTML qui va faire ça. C'est une opération assez simple à faire, puisque là, on va déterminer quelque part le rendu global de mon site. Après, je vais effectivement laisser accès en administration back-office à un certain nombre de choses aux contributeurs ou au webmaster en fonction des droits que je vais donner. Mais on ne va pas modifier, on va dire, la mise en page globale d'un gabarit directement dans le back-office. D'accord. Bon, on reviendra un petit peu sur l'administration back-office dans la suite. Arié, please. It's the mic. Can you explain us what is sorry? Numéro 8. Yes, what is a template in Hippo CMS and which language is used to develop a template, and are technical people involved in the development of template, or is it just some back office operation? Okay. So Hippo is a Java-based system. So our templates are usually developed in Java Server Pages, JSP, or free marker templates, depending on the situation. And typically that is something that a developer does. And then within Hippo we have this organization in components. So every component has a template that is used to render it out. And what you do as an end user is that you can work with the components, position them on the page, and if you could, show my screen, then I can show you a little bit how that works. And then you can actually work with those templates. So in Hippo we have this orientation on a multi-channel. So you see all my different channels that I have here: iPad magazine, my mobile site in different languages, Dutch, English, French, and my websites in different languages. I'm just going to open up the French website. So here you see my friend's demo site. And if I turn on the template editing mode, then you'll see all the different components highlighted on the page. So this big banner here in the top, this big banner over here, or this listing of products over there. And these are components, and the templates for them are JSP templates. If you're using Hippo CMS and you're working with the presentation, then you can use these templates components, drag them around on the page, reorganize them, and change the different settings of the components as they are rendered out on the screen. You see, in this case, I just put in this really nice Twitter feed for a CMS day, which is great. Also, you can set up different configurations for different target audiences. So you could say, for example, potential buyers will get a banner that is showing an iPad device, and other kinds of people see a different kind of rendering. The
internally inside this component structure is very strong, and we use it across all the different channels. So if I would, for example, go to the mobile version of my site, which I also have available, then this is using the same content, but it's using a different set of components to render it out, optimized for the mobile device. And if I would go into the CMS and open up the French template, then you see it's smaller. And in this case, it only has one area where you can work with components and get them from the component catalog and drag them onto the page and work with that. So that's how the components work. Then, if you take that a step further, we gather information from the people on our website automatically, and see who is live there, and then use that information in the templates to make them really a proper experience. Okay, thank you. I think we will go back later to the more things about the back office, and to make things simple, so you have some template in JSP, yep, which are quite strong, and inside the JSP. Do it in French. Ok. Donc, pour résumer, ici on a une approche où des gabarits sont codés en JSP avec les emplacements principaux des blocs. Donc là, une intervention technique pour définir les grandes trames du template et un positionnement de blocs plus en back-office. Oui, très bien. Merci. Donc le point suivant que je voulais aborder, même si on a déjà un petit peu débordé, défloré le sujet, c'est voir sur la gestion, là on ne va pas encore trop aller dans les gabarits, mais déjà sur les contenus, où on peut déjà influer un petit peu sur la mise en page avec des éléments tels que l'éditeur texte riche, des facilités de publication comme les line editing et des configurations simples de gabarits. Je propose qu'on en a déjà un petit peu parlé, donc je propose qu'on refasse un petit tour de table un peu rapide, peut-être en commençant par Mathieu. Alors oui, donc toujours dans cette idée au niveau de CMS Made Simple d'être le plus simple possible pour l'utilisateur. Si tu peux switcher. On utilise pour l'édition des différentes pages, en fait il y a un éditeur, donc WYSIWYG intégré. Il y a plusieurs modules qui remplissent cette tâche, dont particulièrement TinyMCE, qui est un éditeur assez connu, au même titre que FCK Editor ou ces éditeurs-là. Et donc l'intérêt pour le contributeur qui veut facilement éditer ses pages, bon là on a une vue par exemple des pages d'un site, on clique sur une page et on a le ou les blocs d'édition en fonction du gabarit qu'on aura défini, gabarit en HTML. Voilà, on retrouve cet éditeur ici. Voilà, qu'on voit mieux. Voilà. Donc ceux qui sont familiers de Word, LibreOffice Writer, retrouvent tous les outils. Et c'est une des premières choses qu'on dit aux personnes qui viennent nous voir, qui disent qu'ils souhaitent avoir un site. On leur demande s'ils connaissent Word ou LibreOffice et on leur explique qu'avec ça, ils devraient déjà pouvoir gérer leurs différentes pages de texte. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à connaître, en tout cas, pour gérer son contenu. Après, l'éditeur, par rapport à CMS Made Simple, il a quelques petits outils en plus assez pratiques. On a un plugin qui, ici, par exemple, permet de créer un lien directement vers une des pages internes du site. Ça évite d'avoir à copier l'URL pour la coller dans le lien. On a également d'autres plugins qui permettent d'insérer directement une galerie d'images qui serait gérée par un module tiers. Et dans ce cas-là, comme je vous parlais de Smarty tout à l'heure, c'est un petit tag, une petite balise Smarty qui vient s'ajouter ici. Et là, on voit le paramètre dir, par exemple, comme le paramètre limite qu'on a vu tout à l'heure pour les articles. Voilà, donc l'éditeur est fait pour être le plus simple possible. Là, on est face à une configuration assez complète de TinyMCE, de l'éditeur. On peut très bien utiliser un autre éditeur qui est plus léger pour limiter uniquement les contributeurs à mettre en gras, souligner ou n'utiliser que certaines fonctions. On évite peut-être de leur donner l'accès aux tables ou d'insérer des images. Et on va plutôt préférer séparer les blocs images, blocs texte pour ensuite les remettre au sein du gabarit. Donc là, c'est le designer qui, en fonction du client qu'il va avoir, des demandes du client, va préparer son gabarit pour simplifier le travail ensuite aux contributeurs et à la personne qui va saisir le texte. Merci. Eric, peut-être sur Airbase Change.
de trouver. Voilà. Donc voilà, toujours sur ce sujet de voilà, comment est-ce qu'on peut contribuer à la mise en page via les contenus avec du texte riche et des facilités de contribution comme le inline editing. Effectivement. Si je prends cette page, là c'est le rendu qu'aurait un internaute si je la publiais. Si je regarde comment elle est faite côté back-office, je vais retrouver en fait les différentes informations que j'ai dans ma page avec des outils de mise en forme de texte. L'édition de texte va se rapprocher effectivement de toutes les fonctions qu'on retrouve dans Word, mais on va les limiter. On va les limiter en fait à tout ce qui est nécessaire pour faire de la mise en forme pour le web, donc être compatible avec les standards du web en termes de publication, et aussi limité à ce qui est compatible avec la charte graphique de chacun des sites qui peut être géré, de sorte que les styles de titres que j'exploite ou de textes que j'exploite seront compatibles avec ma charte graphique. Je ne vais pas inventer moi mon style de titre. Chaque contributeur aura une liste prédéfinie à exploiter. Ensuite, ça va permettre de faire toute la mise en forme nécessaire. Et si j'ai besoin d'intervenir sur la mise en page, bah là, je peux directement aller modifier ce que j'ai envie de faire. Si je reprends ma page ici, si j'ai envie, par exemple, de placer cette mise en avant commerciale à l'intérieur de mon texte, j'ai tout simplement en fait, besoin de déplacer mon blog le contenu, de le placer à l'endroit où je le souhaite, par drag and drop, de revoir peut-être certains positionnements aussi par rapport à une mise en forme globale et de voir à quoi va ressembler mon contenu. Donc immédiatement, je peux commencer à faire des modifications de mise en page et de revoir entièrement mon contenu, sachant que si jamais un jour ce contenu change par une action de mon service marketing, bah, la mise à jour sera faite dans la page sans que j'aille intervenir directement. D'accord, merci. Ariel, if you can talk about rich text editing and if there is some inline editing option in EPOS CMS. Okay, yep, sure. Yeah. There you go. Okay, great. So if you navigate to any of your channels, like of course my French website, then as long as I'm inside the CMS, I'll see these buttons. It says "Éditer le contenu," and for every piece of content that we have on the site, you can very quickly click on one of these buttons. And what it does is it will effectively look up the article in the system. And as I mentioned before, this is the storage where the content is stored is very separated from the presentation. So the content is actually inside this content structure. But I don't have to search for it. I can very simply just click that button, and that will open up the article for me in edit mode. And I can go in and let's see, put something here. And of course, this is I'll now have to type something in French. Voila. It's not very inspiring, sorry about that. So I put in my changes, and when I commit those changes, you'll see with color coding what has been going on. But this is a normal title field, so there's no rich text editing over there. For example, this description field does have rich text editing, and I can go in and edit this content. I can also enlarge that view so I have more space to work with it. And in here, you can do any type of WYSIWYG editing, bold, italic. You can work with images, with the image gallery that you have inside Hippo. That will take care of resizing of images, scaling them, cropping, all of those things, basically. And then from here, you can put in another change, voila, and maybe put in some really proper content like that. Let's see what it looks like. So I save my changes, and then from here I can now go and look up this content on my site, and that's now says voila, and the text that I put in over there, of course. Is that an answer? Okay, All right. Thank you. And Tarek, if you have... Oui, alors nous comme... Peut-être traduire rapidement les points clés. Je pense que la démonstration était assez convaincante. Et donc voilà, on a pu voir une façon de faire du inline editing, d'aller rentrer dans un article à partir du front office et puis modifier assez simplement donc des éléments, rajouter des éléments de texte riche aussi, et puis prévisualiser très rapidement le rendu final.
Oui, nous, sur les éditeurs de texte riche chez Jaya, on a un peu une relation d'amour-haine avec l'éditeur de texte riche. C'est un facteur d'autonomie de l'utilisateur, de liberté, mais parfois un peu trop de liberté. Donc on a pris le parti, on intègre un éditeur de texte riche. Donc là, je suis sur le front office. Si je passe en mode édition, voilà à quoi ça ressemble. Je vais éditer une news, par exemple. Donc voilà l'éditeur de texte riche en situation. Je peux passer aussi en plein écran, comme pour mes camarades. Ce qu'on voit là, c'est que notre éditeur de texte riche, on peut l'intégrer de différentes manières en fonction du contexte et de la population. Là, je suis super admin, donc j'ai tous les droits, j'ai accès à toutes les possibilités de formatage. Évidemment, c'est intégré avec notre gestion de médias. Si je veux insérer une image, je vais récupérer ici le picker qui va me permettre d'aller chercher les différentes images sur mon site. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc là, moi, je suis utilisateur expert, j'ai accès à tout. Je peux avoir plusieurs profils d'utilisateurs qui vont avoir accès à différentes fonctionnalités de l'éditeur WYSIWYG. C'est ça la grande force, de pouvoir s'adapter au profil utilisateur, mais aussi au contexte. Par exemple, si je reviens sur la version live, la version en ligne du site, on a une zone avec des blogs. Les blogs, on ne les contribue pas dans le back-office, mais directement dans le front-office. Hein. C'est ce qu'on attend pour un blog. Là, si je vais éditer une entrée de blog, par exemple, je me retrouve avec une interface et un éditeur WYSIWYG complètement limité. Parce qu'on est dans le contexte d'un blog, on ne veut pas donner autant de liberté que dans le contexte de l'édition d'un contenu. Et de la même façon, si je vais dans le wiki, dans le module de gestion des wikis, là, cette fois, si j'édite un article, j'ai un éditeur WYSIWYG, mais qui est complètement optimisé wiki avec la syntaxe wiki. Donc la force de Jaya là-dessus, c'est d'avoir su, au lieu de partir d'un éditeur WYSIWYG monolithique qu'on retrouve partout, pouvoir utiliser des différentes variations de cet éditeur-là, voire des éditeurs différents, selon le contexte et selon le degré d'expertise de l'utilisateur. Voilà, merci. Donc là, on voit que les différents outils intègrent très souvent quand même des éditeurs de texte riches, avec quand même, on l'a vu pour la plupart des outils, voire même, je pense, tous les outils, un encadrement assez fort. Parce que c'est vrai que ça peut être la porte ouverte à un certain nombre de dérives. Là, si vous avez des contributeurs qui commencent à mettre surligner du texte en rose ou des choses comme ça, voilà, même si on aime beaucoup le rose, ça peut être un peu disharmonieux par rapport à l'ensemble du site. Pour conclure un peu le dernier point, c'était vraiment toujours en back-office, sur les optimisations avancées des gabarits. On a vu là, dans le tour de table précédent vraiment ce qu'on pouvait faire au niveau du contenu sur l'ajout d'éléments dans des éditeurs de texte riches. Là, pour aller plus loin, quelles sont les possibilités de gestion des blocs, voire des environnements studio pour vraiment aller customiser sans connaissance technique les différents gabarits. Eric, je te propose de commencer ce dernier tour de table. Donc, pour aller plus loin, on va dire, dans la solution qu'on a mis en œuvre en termes de mise en page, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin que ce qu'on a mis en œuvre, dans le sens où on a une énorme liberté déjà qui est laissée aux contributeurs par rapport au travail qu'ils ont à faire. Tout simplement aussi parce qu'on est face à un enjeu qui est de dire le contenu que je vais créer va aussi être multicanal. Donc je vais avoir des templates, des gabarits différents en fonction d'un rendu sur un navigateur web, d'un rendu sur une application mobile ou sur un autre type d'écran. Par contre, on va imaginer pas mal de choses au niveau de la partie sémantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire de la mise en forme, quand j'applique un style de titre, par exemple, sur mon titre, on va effectivement voir que c'est un titre, mais on va aussi appliquer un balisage qui fait que Google va comprendre aussi qu'on est sur un H1 ou un H2 et ainsi de suite. Ce qui va permettre, en termes de référencement naturel, d'améliorer le référencement du contenu. Ce principe, en fait, petit à petit, va s'appliquer à l'ensemble des contenus qu'on va gérer. Et l'activité de l'éditeur, du contributeur, en plus de la mise en page qu'il va réaliser, dans sa mise en forme, va aussi permettre d'enrichir par des micro-formats le contenu qu'il va créer, de façon à ce que les moteurs de recherche fassent un référencement aussi optimal par rapport aux différents formats créés,
et qu'ils extraient les contenus nécessaires et peut-être même les présentent à l'internaute de façon différente, puisqu'on est aussi dans une logique de plus en plus où on va présenter un contenu personnalisé par utilisateur, par internaute, en fonction d'un segment dans lequel on pourrait le placer ou en fonction d'un comportement qu'on aurait trouvé. Donc la mise en page en fait, va mécaniquement quelque part se limiter au fait que deux internautes qui vont aller sur la même page ne verront pas exactement le même contenu. Et dans ce contexte-là, il va s'agir de permettre aux contributeurs de travailler dans un environnement où même moi, là, qui suis en train de prévisualiser le travail que j'ai fait, si je suis un autre internaute et que j'ai un profil particulier, je verrai certainement peut-être un autre produit apparaître ou même un autre rédactionnel apparaître dans ma page. D'accord. Et ces règles-là sont gérées en back-office ou... Ces règles-là, effectivement, sont gérées en back-office, sont gérées par plutôt, on va dire, du service marketing, dans des interfaces dédiées à ça, de création de règles qui vont permettre de créer un segment d'internautes en fonction d'achats, en fonction de comportements sur le site, en fonction de déclarations qu'a pu faire l'internaute, et d'associer sur un contenu particulier, par exemple ici, de dire cette animation on va lui appliquer un affichage particulier en fonction d'un segment particulier. Donc de commencer à rentrer dans une logique de j'affiche un contenu particulier pour un internaute particulier dans une page donnée. Mais effectivement, en back-office, parce que ce sont des règles, on va dire, métiers, pour des gens du marketing, on ne voudrait pas, en fait, enlever cette autonomie pour ce genre de contributeurs. Merci. Ariel, if you can show us something about how you can move blogs and administrate things in the back-office. Great. So with Hippo, you have these componentized pages. And in the top you have a component catalog, as we call it. So there's all kinds of different components in there that you can use, and you can extend that. So typically, when we see an implementation of Hippo CMS, then this list is specific to the customer and what requirements you might have. And you can take any of these components. For example, let's take the poll. I'm not sure if I have that. So latest jobs, and drag that onto the page, and I want to have it in the right-hand side column. So I drop it in an area where the developers have created what we call a container, and these are parts of the screen where you can work with what the components that go on there. So in this case, it's a list of jobs, as you can see here, and you can configure this component. So in this case, it does a search for a couple of jobs, and it only shows one, which is why you only see one result now, but you can raise that. And this is all configurable, so you can have that for you can tailor the component exactly to do exactly what you want, and then but Hippo is very generic, so we can have all kinds of different components with different kind of configuration that you can work with over here, and that that is combined with the editing. So you have, in Hippo you have two modes really. You can either be working with the components on the page, or you are working with the content on the page. And if you work with the content on the page, then you can go into the product section and open up a product like this in edit mode inside the content editor, and from here you can also say, okay, this article, what does it look like now on, for example, my mobile site? And that will take you to the mobile property, show you the same content over there, and then you can do the same thing with the components and move them around on the page and work with the page layout. And so that's typically what people do with components. Right. Ok. Donc une sorte de dualité un peu entre l'édition de composants, le déplacement de composants, et puis l'édition de contenu proprement dite. Donc quelque chose qu'on va se retrouver un petit peu aussi sur Jaya. Donc là, je suis dans le studio, donc le fameux environnement dont on parlait tout à l'heure, qui permet de gérer les templates en mode WYSIWYG total. Je propose de créer un nouveau modèle pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je vais hériter de la base qui est le point commun à tous les templates de mon jeu de templates, donc qui contient le menu principal, les headers, le footer, et je vais créer un nouveau template de page
et je vais l'appeler 3 colonnes. Et puis, je vais sauver. Et là, voilà, il apparaît maintenant ici. Donc maintenant, je peux créer une zone ici qui va contenir mes fameuses 3 colonnes. J'ai des objets de mise en page qu'on appelle des rows, donc des rangées, des lignes. Et là, je vais passer en vue 3 colonnes là-dedans. Voilà. 4, 8, 4, c'est pas mal. Je sauve. Et maintenant, j'ai 3 zones. Dans ces 3 zones, je vais drag and dropper ce qu'on appelle des areas qui vont permettre aux contributeurs de créer du contenu dans ces zones. Donc dans la première, je ne vais rien faire de spécial. Je ne vais pas mettre de restrictions, donc ils pourront créer tout ce qu'ils veulent. Dans la seconde, je vais dire que je ne veux mettre que des news. Voilà, donc je veux restreindre le type de contenu qu'on crée là-dedans à news. Et dans la troisième, pareil, pas de restrictions. Voilà, je sauve. Et ça y est, c'est fini. Il suffit que je déploie sur mon site de démo, donc Acme Space. Maintenant, si je retourne dans le back-office d'édition, je peux recréer ici. Si je fais New Page, je vais retrouver ici, alors je vais taper... Avec une main, j'ai un peu de mal. Voilà. On me fait signe qu'on commence à manquer de temps. D'accord, je termine juste ça, et puis vite. voilà, je fais 3 colonnes, et j'ai bien donc ma nouvelle page avec mes 3 colonnes, et je peux commencer à drag and dropper donc des news dans celle du milieu, et puis n'importe quel contenu dans les autres. Donc la gestion des gabarits, des modèles, elle est devenue complètement utilisable par des utilisateurs non techniques, contribuable par des utilisateurs non techniques. Merci. Je vais juste laisser le mot de la fin à Mathieu. Rapidement. Voilà, je sais que CMS Made Simple est une solution qui est un peu plus légère. Oui, voilà, c'est assez différent simple, des 3 autres solutions, dans le sens où on n'a pas réellement ce qu'on appelle un studio intégré. On laisse beaucoup plus la main en fait au designer, à l'intégrateur, celui qui va travailler soit peut-être à partir de Dreamweaver ou un autre éditeur, ou directement dans le code pour créer ses gabarits. Le but étant de définir les gabarits pour l'utilisateur, de sorte à ce que l'utilisateur après n'ait pas forcément à gérer de la mise en page propre. Ce qui ne nous empêche pas après de donner des différentes options lors de la création de contenu, de type de contenu, pour dire, voilà, je passe du gabarit une colonne à 2 colonnes, dans ce cas-là, je peux rajouter un certain nombre d'options. Si je coche la case afficher la 2e colonne, on a le gabarit qui peut se réorganiser. Mais là, ça va avoir une retranscription pour le designer qui, lui, en fait, va récupérer les infos de la configuration de la page pour ensuite mettre son gabarit à jour grâce justement à ce moteur Smarty qui va lui permettre de faire ses templates et de répondre en fait à la configuration de l'utilisateur directement. Donc voilà, très rapidement, le fonctionnement, si vous voulez en savoir plus, on n'a pas eu le temps de trop développer, nous on est au premier étage. Voilà. Voilà, donc malheureusement on n'a pas vraiment le temps de faire place aux questions, mais donc vous pouvez retrouver donc nos 4 intervenants sur leur stand au rez-de-chaussée pour Jaya RBS Change, et en haut vous pouvez faire une pierre 2 coups avec HypoCMS et CMS Made Simple. Voilà, et je vous invite à continuer à suivre la suite du CMSD. Merci beaucoup. Merci.